Mesdames et messieurs, bonjour. Évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté cette invitation. Et vous savez, c'est toujours la question que je me pose quand il y a une invitation comme celle qui m'a été si gentiment faite, c'est de savoir à quel titre suis-je invité. Alors, évidemment, je dis ça parce qu'à la fois, vous savez, je suis un professeur de droit du travail, un professeur de droit administratif, professeur d'arbitrage de grief, et je fais de l'arbitrage. Évidemment, tout ça fait que il y a plusieurs personnalités au sein de ma carrière. Et quand je regarde, évidemment, les questions qui se posent aujourd'hui à titre de professeur de droit du travail, évidemment, je partage largement les constats qui ont été faits par Guylaine. D'ailleurs, je suis content qu'elle ait manqué de temps, sinon, il n'y aurait plus rien à dire. Alors, ouf! Ouf! Mais effectivement, il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue, un certain presque découragement quelquefois face à ces problèmes qui semblent, enfin, j'enseigne depuis 31 ans et qui semblent être omniprésents là, depuis le début de ma carrière. D'où probablement le titre, vous voyez, là, qui disait quelque chose comme « jusqu'à l'épuisement ». Probablement que c'était la journée où j'étais professeur du travail que j'ai choisi ce titre. Donc là, j'étais vraiment un peu déprimé. Évidemment, vous savez, j'enseigne le droit administratif également depuis plusieurs années. Et là, c'est tout un autre contexte. C'est ce contexte où, effectivement, on regarde les compétences de chaque organisme, où, effectivement, j'enseigne à mes étudiants qu'il y a des compétences qui ne doivent pas être dépassées et comment, éventuellement, aller devant les tribunaux supérieurs pour sanctionner. Donc, vous voyez, une autre approche qui est complètement différente. Et lorsqu'on arrive, évidemment, comme prof d'arbitrage de grief, on croit à ce tribunal spécialisé qui, effectivement, depuis les 30 dernières années, on le constate, a pris beaucoup de poids compte tenu de cette mission et compte tenu de cette confiance, je dirais, pour être plus juste, de la Cour suprême à l'égard de l'arbitrage, évidemment, qui avait d'abord été consacré par le législateur, mais qui, pendant première moitié là, de 20-25 ans a été plus ou moins respectée par les tribunaux supérieurs. Et quand, finalement, je regarde les problèmes comme arbitre de grief, vous savez, je suis à la fois un acteur, un spectateur de tous ces litiges qui, effectivement, sont posés, de toutes ces objections à la compétence que, théoriquement, je n'aurais pas comme arbitre et où il faut éventuellement se compromettre, puisque c'est le rôle du décideur, c'est-à-dire de trancher et d'essayer de voir non seulement les problèmes du point de vue théorique, c'est magnifique, mais également, cette fois-là, les aborder directement. Donc, évidemment, je ne peux pas vous dire exactement, là, quand je vais faire la présentation, quel prof parle, quelle personne que je suis vous parle. Vous allez remarquer quelquefois qu'évidemment, je ne peux être qu'influencé par le travailliste et l'arbitre, ça c'est certain, mais je pense qu'il y a des pistes de solutions qui nécessairement viennent aussi par l'interaction avec le droit administratif. C'est l'argument et la présentation que je veux faire. En premier lieu, et rapidement, évidemment, on va parler des constats que se posent. Évidemment, les causes, brièvement, je ne veux pas insister sur les causes, mais elles sont importantes. Des conséquences de tous ces chassés-croisés que nous connaissons et des pistes de solutions, évidemment, ceci dit, bien humblement. Évidemment, dans un premier temps, je commencerai par le constat que je dirais la bonne nouvelle de la journée. S'il y en a une, c'est celle-là. Évidemment, vous allez dire que c'est l'arbitre qui parle cette fois-ci. Le constat, c'est que les litiges qui concernent, que j'appelle les litiges verticaux, qui concernent à tout le moins les tribunaux supérieurs et les arbitres, sont largement maintenant résorbés. C'est-à-dire que toute la problématique de la place des tribunaux supérieurs dans le monde du travail syndiqué, des rapports collectifs du travail, on le sait, amorcé en 86 dans Sainte-Anne-de-Lacahuique, mais confirmé dans Weber et par la suite dans Regina, même si c'est un arrêt un peu bizarre en 2000 et encore plus, évidemment, dans l'affaire de l'Université Concordia, l'affaire Bisaillon, on peut dire qu'il y a de moins en moins de litiges à cet égard. La confirmation, j'ai mis quelques références, qui dénotent que les tribunaux supérieurs comprennent maintenant les principes qui ont été articulés par la Cour suprême à cet égard et vont de moins en moins venir interférer avec la compétence arbitrale. J'ai mis une série d'affaires. Essentiellement, si vous allez les consulter, vous allez voir que les problèmes qui demeurent, ce sont souvent en matière d'harcèlement psychologique, de gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont exercer des recours à l'égard de leur employeur, et même de syndicats, l'a-t-on vu. Et là, effectivement, on se pose la question, est-ce que vous n'auriez pas dû les exercer devant les tribunaux d'arbitrage? Et la réponse, essentiellement, tourne autour de dire oui. Il y a quelques exceptions, dont, je dirais,
des égarements, et cet égarement, hein, c'est entre autres l'affaire Audiger qui a été rendue en 2013. Dans cette affaire, à mon avis, la Cour d'appel s'est trompée, je le dis avec beaucoup de respect, évidemment. La requête de permission d'appeler a été rejetée, donc on va arrêter là. Évidemment, c'est une décision qui a été rendue au stade préliminaire dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, donc il y a toujours une deuxième prise possible, dirons-nous. Mais dans cette affaire, effectivement, où vous avez des clauses ou enfin une ou des clauses qui seraient discriminatoires et où, évidemment, on prétend que c'est une question de formation. Vous savez, le test de l'arrêt Morin de 2004, et où on dit que là, à ce moment-là, ce n'est pas que le tribunal, évidemment, d'arbitrage qui a compétence, mais cette fois-ci, ça serait la Cour du Québec, et non pas, évidemment, comme le contexte dans lequel l'arrêt Morin a été développé, c'est-à-dire le tribunal des droits de la personne. Alors, effectivement, dans cette affaire, la Cour d'appel va reconnaître que la Cour du Québec est compétente, puisqu'il s'agit d'un cas de formation, hein, de la convention collective, donc une question qui serait, si on peut dire, parallèle ou antérieure comme telle. Évidemment, où, d'après moi, elle se méprend, c'est que dans la Ville de Montréal, cette disposition n'a pas été négociée, comme c'était le cas. Hein, ça a été véritablement ici le cas d'une sentence de différend, c'est-à-dire c'est un arbitre de différend qui a, dans les faits, rendu une décision, une sentence arbitrale de différend, et où une ou l'autre des dispositions serait discriminatoire. Donc, il me paraît difficile de concilier le test de la Cour suprême, de l'arrêt Morin, et cette situation. Donc, il me semble ici qu'il y a une incompréhension à l'égard, effectivement, de la source comme telle de la possible discrimination et de l'importation, si on peut dire rapide, hein, sans grande distinction, des principes de l'arrêt Morin. Mais c'est exceptionnel. Honnêtement, je dirais que ce n'est plus là, hein, même si c'est effectivement là qui a été longtemps des problèmes, c'est plus là où il y a le plus de difficultés. Évidemment, je dirais, et vous le savez, puis on ne reviendra pas là-dessus, on l'a esquissé rapidement, pendant de nombreuses années, hein, ça a été le conflit là, entre les arbitres de grief et le tribunal des droits de la personne. J'ai moi-même contribué à l'alimenter, ce conflit. Et avec l'honorable juge Rivet, là, on était des partenaires dans plusieurs colloques où nous avions des positions très, très opposées. La Cour suprême a réglé, entre guillemets, évidemment, ma position n'a recueilli que le jugement minoritaire, donc, effectivement, hein, je m'incline, dont acte, mais, effectivement, hein, c'est le lot, hein, effectivement, lorsqu'on va plus loin et on essaie de prendre une position. Mais ce qui est important de retenir, c'est que cette question-là, cette problématique de coexistence entre le tribunal des droits de la personne et les arbitres de grief a été largement comblée, et il y a de moins en moins de difficultés à cet égard. Donc, on peut passer enfin à d'autres choses. Évidemment, on le sait, la question de l'heure, Guylaine l'a souligné, évidemment, Anne-Marie y reviendra plus abondamment. La question de l'heure, où là, il y a beaucoup de litiges, évidemment, c'est sur cette articulation entre les arbitres de grief, CSST, CLP. Je ne suis pas non plus très éloigné de cette problématique, puisqu'effectivement, à mon avis, lorsque la décision au syndicat de la fonction publique du Québec a été rendue en 2010, évidemment, en suivant ce principe de la hiérarchie des sources, d'ailleurs en s'inspirant des écrits et des publications de notre collègue Guylaine, la Cour suprême a effectivement, à mon avis, changé la problématique, et j'ai rendu moi-même une décision dans une affaire où je me suis posé la question, bien humblement, de savoir si effectivement l'affaire Tembec, l'affaire CEPAC, qui avait été rendue un peu avant par la Cour d'appel, avait encore lieu, ou est-ce qu'il n'est pas possible de faire des nuances. Bon, la Cour d'appel est revenue sur cette affaire, on y reviendra dans l'affaire Tembec en 2012, en disant non, il n'y a rien de changé. Mais néanmoins, et vous le savez pour la plupart, dans plusieurs litiges, effectivement, la controverse est revenue. C'est-à-dire, est-ce que, et dit en quelques mots, vous le savez, c'est l'articulation de ces sources majeures, est-ce qu'un salarié qui, effectivement, a droit, est dans une relation d'emploi et qui, par malheur, a un accident du travail, vit à travers ce régime d'indemnisation, est-ce que, dans un premier temps, les parties peuvent avoir prévu d'autres choses que simplement ce régime-là, c'est-à-dire des dispositions particulières dans la convention collective prévoyant une forme de retour au travail, une forme même d'accommodement que les parties auraient elles-mêmes indiqué, ou est-ce que, même en faisant abstraction de cela, les principes de l'accommodement ne seraient pas effectivement
d'application, et d'application, d'après moi, automatique, d'application par le biais de la hiérarchie des sources, et donnerait et conférerait compétence. Toute la question, évidemment, a monté tranquillement. Les arbitres se sont partagés, les juges de la Cour supérieure sont intervenus, à peu près plus ou moins également. Là, on ne fera pas le décompte ici ce matin. Ce qui est important de savoir, c'est que la Cour d'appel a été saisie de 2 de ces affaires, soit dans un dossier de l'Université McGill et dans l'autre du syndicat du préhospitalier. Les affaires ont été entendues le 8 octobre 2014, ça fera bientôt 6 mois dans quelques jours. Donc, on peut espérer, évidemment, si la Cour d'appel nous écoute, on peut espérer qu'effectivement, une décision ou des décisions vont être rendues. C'est majeur, c'est très important. Et je suis sûr que, évidemment, notre jeune collègue, Mancini, va également en parler, outre, évidemment, Anne-Marie, qui s'y connaît très bien. Je fais seulement attirer l'attention à cet égard sur une sentence récente qui a été rendue par un jeune collègue arbitre, mais un avocat de grande expérience, justement en santé et sécurité du travail, c'est-à-dire Martin Racine, une sentence qui a été rendue, qui est facilement trouvable sur Canly, une décision du 13 février 2015, et où, effectivement, l'arbitre Racine fait justement cette analyse très fine, parce qu'il s'y connaît en toutes ces questions d'articulation, et il reconnaît qu'il a compétence, à mon avis, à juste titre. Il reconnaît qu'il a compétence parce qu'effectivement, il a fait la démonstration qu'il y a un régime d'indemnisation et par ailleurs, il y a des droits fondamentaux, il y a des droits, soit privés à la Convention collective des droits fondamentaux, et que l'arbitre a encore un rôle à jouer. On verra, évidemment, la Cour d'appel viendra soit, évidemment, dire que l'arbitre a tort, pas nécessairement l'arbitre Racine, puisque ce n'est pas cette affaire-là qui est en jeu, mais d'autres affaires. Donc, l'arbitre Racine, dans l'affaire de la municipalité, excusez-moi, je n'ai pas donné le nom, municipalité de Saint-Boniface. Donc, une décision arbitrale du 13 février 2015. Évidemment, d'autres questions se posent, je serai très bref. Mais j'ai eu l'occasion d'examiner ça. C'est toute la question de la chose jugée. Évidemment, est-ce qu'une décision qui a été rendue par l'organisme CSST, est-ce que ça a la chose jugée à l'égard de l'arbitre? Ça se pose souvent dans les problèmes de harcèlement psychologique. On y reviendra sûrement. Des affaires, évidemment, comme l'arrêt du Rocher, une décision qui a été rendue par la Cour supérieure en 2014, par le juge Dugré. J'ai examiné tout ça dans une sentence au mois d'avril dernier, dans une affaire de la Ville de Montréal, où effectivement, c'est certain qu'il y a là des zones grises et là encore là, des situations qu'il faudrait faire. J'attire votre attention sur une autre problématique, toujours en matière de harcèlement psychologique, mais qui ne peut que révéler, dans une certaine mesure, toute la problématique dont on parle aujourd'hui. C'est évidemment la coexistence arbitre, toujours la même chose, et cette fois-ci, CSST, CLP, sur les redressements et les dommages moraux. Dans une affaire qui a été prononcée par la Cour d'appel le 16 janvier 2015, dans une affaire qui s'appelle Procureur général du Québec contre le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, donc une décision du 16 janvier 2015. La Cour, on n'a pas l'auteur, les 3 juges ont signé la Cour, c'est une décision rendue rapidement. La Cour dit au paragraphe 18, et je vous lis seulement l'extrait parce qu'il est suave, au-delà de ses conséquences, tout devient une question d'appréciation des faits. Ça, on est d'accord. Ainsi, la possibilité existe peut-être. Alors, vous voyez qu'on est là, vous voyez, quand on est à dire qu'il y a une possibilité qui existe peut-être, c'est qu'on est loin d'être certain, vous savez, de tous ces découpages. Et ce paragraphe 18 est un bel exemple, puisque la Cour dit qu'il y aurait peut-être des séquences de harcèlement, une première séquence qui se termine, puis peut-être une deuxième. La possibilité existe. Évidemment, ceci révèle, à mon avis, que toute cette question pose des problèmes. Évidemment, il y a des difficultés dans l'articulation avec les comités d'équité salariale. Encore là, vous avez une décision qui a été rendue récemment, en 2015, là, très récemment, en 2015, dans les syndicats des employés de l'Université de Montréal, où on reconnaît que l'arbitre a une compétence dans l'application, effectivement, des redressements. Vous avez, avec la Commission d'accès à l'information, une décision rendue l'année dernière qui a confirmé ce que la Cour d'appel déjà avait dit, que l'arbitre avait compétence et qu'on ne pouvait pas considérer que la Commission d'accès à l'information avait une seule compétence. Et sans que ce soit mon sujet, vous comprenez, mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il sera encore plus d'actualité compte tenu des développements qu'on vient de parler, toute la coexistence CRT avec CSST, CLP, et une décision, évidemment,
comment dire, avec beaucoup d'intérêt, mais qui fait voir toute la complexité. Je vous invite à la lire. C'est l'affaire Carrier contre Mittal Canada, une décision qui a été rendue et écrite très finement par notre ancienne collègue, Mme la juge Biche, le 4 avril 2014. Et effectivement, dans cette affaire, il faut voir jusqu'à quel point, effectivement, à travers ça, évidemment, là, on parle de CRT, mais effectivement, la problématique se pose également, là, quelquefois à l'égard de l'arbitre, comment, effectivement, toutes ces questions dont on parlait tout à l'heure sont appréhendées, là, cette fois-ci, sur le terrain, et comment c'est difficile de s'y retrouver. Le seul point que je retiens qui est intéressant, enfin, j'en retiens plusieurs, excusez-moi, mais un point que je retiens qui est intéressant dans cette décision de la Cour d'appel de Mme Biche, Madame la juge Biche, c'est ceci, c'est qu'elle dit au paragraphe 96 qu'il est possible de voir des coexistences possibles. Elle dit il est possible, vu le caractère particulier en quelque sorte dichotomique, je ne vois pas pourquoi le régime de la loi sur les accidents du travail ne pourrait pas coexister avec celui de la loi sur les normes du travail. Donc, effectivement, chacun visant à corriger un préjudice n'émanant pas de la même source. Donc, je pense que, et vous allez voir que c'est un peu les pistes de solutions que je préconise, il n'est pas certain que quelquefois il faut chercher l'exclusivité à tout prix. Ça va surprendre certaines d'entre vous que je tienne d'un tel discours, mais que peut-être qu'effectivement, il y a lieu quelquefois d'élargir un peu, de tenir compte de ces chevauchements inévitables et presque inextricables. Alors, évidemment, si on regarde ça, on ne peut également passer sous silence le fait qu'il y a d'autres problèmes que j'appelle, moi, tous ces litiges dont la compétence, entre autres, de l'arbitre dépend, soit de l'incorporation des normes, on sait, c'est le fameux arrêt Parry Sound, qui, pour plusieurs, était simple et qui donc avait amené un vent d'espoir qui était important. Moi, c'est un arrêt que j'ai défendu pendant des années parce qu'il consacrait à la fois l'importance de l'incorporation, mais également et surtout, je dirais, cette mission qu'on confiait, et Guylaine en a parlé, aux tribunaux d'arbitrage, de s'occuper des droits de la personne. Pas seulement d'en parler à la dernière ligne en disant « ça a été esquissé, mais on n'a pas le temps d'en parler ». Deuxièmement, évidemment, ce qui a ajouté une difficulté, dirons-nous pour certains, c'est la décision Isidore Garon, où là, on a parlé de la compatibilité. Alors là, effectivement, c'était, oui, l'intégration, oui, l'incorporation, mais avec cet élément de compatibilité qui a été mis de l'avant par Mme la juge Deschamps dans l'affaire Isidore Garon, évidemment, au niveau de la majorité. Et après ça, évidemment, arrive cette théorie de la hiérarchie des sources qui a été introduite dans l'affaire syndicat de la fonction publique. Alors là, évidemment, je reviendrai tout à l'heure, mais on le sait, que ces trois strates, si on peut dire, là, en l'espace de plus ou moins 10 ans, ces trois strates sans lien apparent, vous savez, sans qu'on voit exactement là qu'est-ce qui maintenant, après séance, pose des difficultés. Et c'est peut-être actuellement là où il y a le plus de difficultés. Est-ce que la décision de 2010 est venue nuancer la décision de 2006 et celle, que dire, de 2003? Est-ce que c'est des vases communicants? Est-ce que dans certains cas, c'est de l'incorporation, etc.? Vous savez, là, il manque, et on y reviendra, de ces causes. Alors, quelles sont les causes de la persistance des litiges? Évidemment, je dirais que, comme tout le monde, il n'y a pas de plan directeur. Ce n'est pas le fait qu'il y a beaucoup de droits. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais trop de droits, y compris en droit du travail, mais également, le problème, c'est l'absence de plan directeur. On l'a dit, je n'y reviens pas. Évidemment, des législateurs arrivent, ajoutent, chacun à son style, chacun, et on va en avoir encore une nouvelle couche bientôt. Évidemment, moi, je dirais que la difficulté, une des causes de la persistance, c'est cette jurisprudence qui est toujours en construction. Évidemment, on ne peut pas s'en plaindre si on est avocat, avocate, si on est avocat, juge ou arbitre, etc. On participe à ce mouvement-là, mais il n'y en demeure pas moins que, effectivement, on se retrouve effectivement dans cette difficulté d'avoir une jurisprudence qui n'est jamais définitive et où les paramètres ne sont jamais pas totalement clairs. Alors, évidemment, on est toujours en construction, il y a des zones grises, et on repart sur la zone grise. Ça ajoute, évidemment, à la persistance. Et je dirais qu'il ne faut jamais oublier que tout ça est fait sur une toile de fond de véritables litiges. Vous savez, quand on est dans une faculté, on regarde ça de loin en se disant « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais il faut aller sur le terrain pour voir que tous ces litiges qui sont promus devant les arbitres, devant les juges, etc., sont souvent sous la toile de fond de véritables rapports de force et où, comme je l'écris,
peut-être que l'avancement du droit n'est pas la seule considération. Hein? Peut-être qu'on ne pense pas qu'à l'avancement du droit lorsqu'on soulève des questions de compétences. Enfin, c'est une hypothèse. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Évidemment, je n'insiste pas sur les délais, sinon pour dire que c'est préoccupant quand même. Vous savez, je regarde dans toutes ces affaires, quelquefois, c'est 3, 4 ans. 4 ans, quelquefois, là, hein? On n'a pas de nouvelles pendant 4 ans, parce que notre dossier, là, par malheur, fait l'objet d'une contestation quant à la compétence d'un tribunal. Et là, hein, pendant 3 ou 4 ans, on n'entend plus parler, hein, sinon qu'on dit, bien là, c'est rendu en permission d'appeler, puis là, c'est la cour d'appel, puis peut-être qu'ils vont tout retourner ça, hein, à un tribunal, puis on va commencer enfin à parler. Évidemment, ce sont des considérations, vous le savez, monétaires, mais également humaines, et je pense qu'on ne peut pas. L'insécurité juridique, évidemment, devant quel tribunal on va, est-ce qu'on exerce des recours un peu partout? Il me semble que c'est préoccupant dans une société de droit, hein, de vivre cette insécurité-là. C'est des conséquences bien réelles. L'inefficacité, évidemment, d'un ordonnancement juridique. Hein, avoir cette curieuse et désagréable, dans une certaine mesure, hein, sensation qu'effectivement, là, on a des droits, mais que tout ça ne semble pas bien aller, ne semble pas bien se coller. Vous savez, je suis préoccupé par ça en tant que juriste, mais en tant également que citoyen, donc de ne pas avoir cette adéquation entre les droits qu'on accorde dans des lois et la relative espérance que ces droits-là pourront être exercés d'une façon pleine et entière, c'est préoccupant. Et ce que j'appelle, moi, un effet de paralysie systémique. Alors, évidemment, beaucoup de prudence. Hein? Tout le monde a peur, tout le monde craint, hein? Parce que là, il y a toujours cette menace qu'on excède notre compétence. Donc, nécessairement, on est prudent, hein? On ne va pas loin. On suit, là, mot à mot, s'il le faut, tout ce qui est écrit. Et dans une certaine mesure, on est toujours en attente. Ce que j'appelle l'attentisme. Vous savez, il va en avoir une qui s'en vient. Moi-même, vous voyez, j'y participe. Là, une décision de la Cour d'appel qui s'en vient. Puis une fois qu'elle va être sortie, bien, il y en aura une autre. Puis on est toujours dans cette espérance que j'appelle jamais assouvie. Enfin, évidemment, ce que j'appelle la juridictionnite, ça a été dit autrement et plus joliment par, effectivement, Guylaine tout à l'heure, mais c'est mon terme, là. Vous savez, on en vient quelquefois à se demander, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? Donc, tout est axé, beaucoup d'approches en voulant qu'on va trouver un angle de juridiction. On va essayer d'aller vers ça, et ça, on le sait, à la longue, cette approche éloigne, et c'est le constat que je fais à tous égards, éloigne des véritables questions. Quelles sont les pistes de solution? Évidemment, on l'a dit, les pistes de solution devraient être législatives d'abord. Hein. Sur cette diapo, je n'ai pas intégré la nouvelle Commission des droits de la santé et sécurité du travail, ni le nouveau tribunal administratif du tribunal administratif du travail, annoncé hier. Évidemment, la question que je pose, évidemment, que Guylaine se posait tout à l'heure, est-ce qu'on espère plus que des réformes de structure, des réformes, évidemment, pour rationaliser? Est-ce qu'on va aller vers le fond? À mon avis, évidemment, c'est difficile. Et quoi qu'il en soit, et j'attire brièvement l'attention sur la dernière phrase, est-ce que de toute façon, il est possible? Vous savez, c'est une question qu'il faut quand même se poser, d'anticiper, malgré tous les efforts. Et je respecte là, ce que, effectivement, Guylaine, tu disais, il faut faire quelque chose, il faut faire ça à fond, il faut faire ça d'une façon cohérente. Mais vous savez, on n'arrivera jamais à tout prévoir. Dans la commission Baudry, est-ce qu'on avait prévu, évidemment, je n'ai pas relu ce matin le rapport, mais effectivement, est-ce qu'on avait prévu l'influence des droits de la personne? Pourtant, la Charte existait déjà depuis un bon bout de temps, mais est-ce qu'on avait prévu qu'il fallait de plus en plus tenir compte des droits fondamentaux? Peut-être, écoutez, là, je n'ai pas relu récemment. Vous savez, toutes les problématiques qui se présentent ne sont pas celles que j'enseignais, vous savez, en 1984. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était un autre discours. Et qui sait, dans 20 ans, si je suis encore prof, non, j'exagère, peut-être que ça en sera un autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours difficile, vous savez. Oui, on souhaite une rationalisation, mais il est difficile de faire. Oh boy. Solution judiciaire. Évidemment, je note le fait que, vous savez, on dépend tous un peu, un jour ou l'autre, de la Cour suprême. La Cour suprême est en recomposition. J'ai regardé très brièvement, vous savez, dans l'arrêt Weber, il ne reste que la juge McLachlan qui était là à l'époque. Si je regarde l'arrêt
je ne sais pas moi, l'arrêt Isidore Garon, hein, il ne reste que 2 juges, la juge McLachlan et la juge Abella. Et dans le syndicat de la fonction publique, qui n'a pourtant que 5 ans, pas tout à fait, mais bientôt 5 ans, il ne reste que 4 juges, la juge McLachlan, et il reste 3 autres juges, le juge Rothstein, qui effectivement va prendre sa retraite, enfin, je ne veux pas l'annoncer, là, hein, mais c'est le site de la Cour suprême qui révèle qu'il aura 75 ans au mois de décembre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une Cour suprême en recomposition. Une Cour suprême, effectivement, hein, qui, manifestement, on le voit dans les derniers arrêts, qui nous touchent en droit du travail, est quand même en proie à certaines divisions, à certaines tensions. Hein, je vous réfère à ces arrêts qui ont été rendus récemment en matière de liberté d'association, et même l'arrêt Walmart, pour voir comment la Cour, effectivement, hein, est polarisée sur certaines questions. Donc, ça, c'est un premier point. Évidemment, dans un contexte de common law, évidemment, hein, vous savez, on est toujours du cas par cas, et ça, on ne peut pas, évidemment, l'éviter. Oui, j'avance. Les pistes de solutions. Évidemment, ce que je dis, c'est qu'il faut faire la recherche de tendance, il faut tenir compte de la fin, hein, ce que j'appelle la fin de l'hermétisme, l'ouverture à la perméabilité. Vous voyez, la juge Biche, tout à l'heure, hein, je vous disais, elle parle de comment on peut concilier ça. D'après moi, ça, c'est une approche, la transversalité. Je vous dirais qu'également, il y a cette approche-là, là, ça, on la voit même en droit administratif. J'attire votre attention sur, effectivement, le fait que les arrêts de Dunsmuir, hein, et dans la foulée de Dunsmuir, hein, depuis quelques années, là, la Cour suprême essaie d'éviter au maximum de qualifier des questions de compétences. On sent qu'on veut donner aux tribunaux administratifs beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de largesse. On conçoit là, que l'interprétation de ces lois, hein, laisse place à de l'élasticité. Et ça, à mon avis, hein, ça devrait être considéré. Et ce message peut être transposé. Je dis oui, ça peut être transposé au Québec. Regardez le juge Gascon, évidemment, qui est rendu à la Cour suprême. Mais regardez ce qu'il disait l'année dernière, juste avant de partir, dans une affaire où il disait « Est-ce bien ici une question, hein, d'absence de compétences? Hein? » Avoir ce réflexe de dire peut-être que ce n'est pas toujours une question d'absence de culture. Je termine en disant les solutions des tribunaux administratifs. Vous savez, les tribunaux administratifs, et j'inclus également les arbitres, c'est-à-dire il faut peut-être lire ces arrêts-là comme il faut. Là. Puis il faut peut-être, et je dis, ne pas craindre de faire des distinctions. Vous savez, ces arrêts-là, là, surtout de la Cour, évidemment, je parle de la Cour suprême et de la Cour d'appel également, mais ce sont des arrêts riches, écrits avec, hein, beaucoup, hein, d'attention. Enfin, hein, je pense que c'est le cas. Et effectivement, ceci suppose qu'on... Vous savez, il ne faut pas rien que lire le jugé puis le résumer. Hein? Il faut peut-être aller au-delà de ça. Puis il faut peut-être, effectivement, se rappeler que, hein, la Cour d'appel du Québec avait dit, juge Vallerand en 84, tout n'est pas question de compétence. Tout n'est pas question... Hein? Peut-être qu'il faut attendre, peut-être qu'il faut aller au fond. Quand ce n'est pas un cas manifeste d'irrecevabilité, bien, rendez une décision, résistez à cet appel, effectivement, qui est là. Je termine en vous disant, d'après moi, il n'y a pas trop de droit, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être beaucoup de lieux de recours, il n'y en a pas trop, mais effectivement, il y a une cohérence à établir. Et cette cohérence, effectivement, ne peut pas venir là, d'ailleurs. Vous savez, nous... Hein, et là, je le dis à la fois comme professeur de droit du travail, comme professeur de droit administratif, mais également comme arbitre de grief, nous contribuons à ça. Nous pouvons, hein, dans une certaine mesure, pas tout le temps attendre que d'autres le fassent pour nous, mais essayer, avec ce qui nous est donné, d'avancer et évidemment, de permettre, et c'est notre objectif, que le droit puisse enfin être entendu et qu'on puisse le trancher. Je vous remercie de votre attention.